rejoindre pour cette seconde masterclass de la journée sur le Whisky Live Paris. Aujourd'hui, on a Jean-Philippe Lardier avec nous pour parler de la maison Trois-Rivières. Merci Didier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans cette masterclass Trois-Rivières. J'ai le privilège et l'honneur de représenter Daniel Bodin pour vous adresser donc ce message sur ce qui fait la particularité, la spécificité de Trois-Rivières dans le paysage du rhum AOC, rhum de la Martinique. Il y a 25 ans, la filière du rhum agricole en Martinique a établi le cahier des charges de l'AOC. Au sein des différentes distilleries, on a donc cet outil commun, ce référentiel en partage, mais ça ne veut pas dire, loin de là, que les différentes distilleries n'ont pas une personnalité propre. Et c'est tout l'objet de cette masterclass, de vous raconter ce qui fait la particularité, l'identité propre de Trois-Rivières dans le concert de l'AOC Rhum de la Martinique. Et vous verrez que tout commence là où nous nous situons, les unes et les autres. Et s'agissant de Trois-Rivières, je vais très vite vous le raconter. Pour vous donner ce contenu, je vais m'appuyer sur les trois éléments fondamentaux, les trois piliers du cahier des charges de l'AOC Rhum de la Martinique: culture de la canne, fermentation, distillation, et enfin l'élevage et l'assemblage. Un point d'histoire. 1640, c'est l'arrivée de la canne en Martinique. Vous le savez, la canne, elle n'est pas originaire de Caraïbes, elle est originaire d'Indonésie. Elle a voyagé d'est en ouest. C'est Christophe Colomb qui la ramène à l'occasion de son second voyage en 1493 sur l'île d'Hispaniola, devenue Saint-Domingue-Haïti. Et ça n'est qu'en 1640 qu'on va planter donc les premières cannes en Martinique. Très vite, Trois-Rivières va s'implanter, 1660. On fait donc partie des pionnières. Je passe très vite sur près de 250 ans d'histoire pour arriver en 1905 avec l'arrêt du sucre. Pendant très longtemps, en Martinique comme ailleurs dans le monde, on a fait du rhum parce qu'on faisait du sucre. Mais notre industrie du sucre, elle a fait faillite au XIXe siècle. Plusieurs épisodes vont jalonner cette affaire-là. Au début du siècle, au début du XIXe, c'est le blocus des ports par Napoléon qui veut empêcher le commerce des Anglais avec le continent européen. En bloquant les ports, il va bloquer également les importations de nos Antilles. Abolition de l'esclavage en 1848, merveilleuse nouvelle humaniste, mais le coût de la main-d'œuvre va se renchérir. Et à la fin du XIXe siècle, on a une crise de surproduction avec, ce qui est normal, un cours qui s'effondre. On n'y survivra pas. Il y avait plus de 500 sucreries au XVIIe siècle en Martinique. Il n'y en a plus qu'une, la sucrerie du Galion. Donc, à partir de 1905, on ne se consacre plus qu'au rhum et toute la Martinique va faire de même. Les planteurs de canne vont shifter leur production du sucre vers le rhum. Je trouve que resituer cela en période de crise sanitaire où on sait que pas mal d'industries vont devoir se réinventer, se réenchanter, ça a particulièrement de saveur puisqu'on l'a fait. Cette catastrophe industrielle, d'un côté, nous a donné cette chance extraordinaire de partir pour nos rhums d'un matériel végétal frais, du pur jus de la canne et non plus de la mélasse. Et vous verrez à quel point cela nous donne ce que j'appelle un coup d'avance aromatique dans nos propositions. Et en 1996, c'est la promulgation du décret de l'AOC Rhum de la Martinique. À l'époque, ça s'appelle l'AOC Martinique. Et vous verrez là aussi que finalement, 1996, c'est principalement l'ère délimitée de culture de la canne, mais c'est énormément de bonnes pratiques qui se trouvent finalement combinées dans le cahier des charges, des bonnes pratiques séculaires de la part des acteurs de la filière. La définition sur le terroir de Jean-Robert Pitt, elle est importante puisque le thème de cette masterclass, c'est de vous raconter à quel point nous sommes un rhum de terroir. Jean-Robert Pitt, géographe émérite, nous rappelle qu'un terroir, c'est la rencontre d'un sol, d'un climat et d'un savoir-faire.
Et on est exactement au cœur de la notion de terroir s'agissant de la Martinique et de Trois-Rivières. Nos rhums ont la particularité d'être élaborés sur un terroir qui est au sud. Nous sommes Trois-Rivières à l'extrême sud de l'île. La Martinique, c'est une petite île, 70 km du nord au sud. Mais vous avez des variétés de sols et de climat qui sont très très importantes. Et d'ailleurs, Marc Sassier, le patron de l'AOC, a fait cette carte que vous avez à droite avec 3 couleurs. Les zones du nord qui sont les zones humides, les zones dites intermédiaires et les zones littorales, et en particulier le sud où nous nous trouvons, qui sont les zones sèches. En l'occurrence, s'agissant du pur jus de canne, vous vous en doutez, quand on est au nord avec beaucoup de précipitations, sur la phase de croissance, globalement le cycle végétatif de la canne, c'est 6 mois et 6 mois. 6 mois de croissance, 6 mois de maturation. Pour la croissance des cannes, vous n'avez aucune difficulté puisque vous avez beaucoup d'eau. Et d'ailleurs, si vous allez au nord de l'île, vous verrez des cannes beaucoup plus hautes que celles que nous avons au sud. Pareil, pour les rendements, le cahier des charges limite à 120 tonnes à l'hectare. Au nord, c'est beaucoup plus facile à atteindre puisque vous avez beaucoup d'eau. Notre chance au sud, avec nos cannes plus courtes, moins de rendement à l'hectare, quand on atteint les 60 tonnes à l'hectare, on est très heureux, c'est que nous avons un climat sec, voire semi-aride. Donc nous avons des concentrations en sucre qui sont absolument exceptionnelles. Et cela se traduit en particulier au niveau de l'Anstrabo, qui est vraiment à l'extrême sud de notre terroir et qui va nous amener à notre première dégustation pour illustrer notre savoir parcellaire. Alors vous voyez que notre terroir, c'est un terroir de rêve, puisque nos cannes font face à la mer Caraïbe. C'est le moment d'ailleurs où, à propos de couleurs, parce qu'on a un terroir turquoise, s'agissant des variétés de cannes, il est important de préciser, et là l'ensemble des acteurs de la filière sont unanimes pour le dire, le terroir prime sur la variété des cannes. Vous m'entendrez faire un parallèle systématique entre le rhum agricole AOC, rhum de la Martinique, pur jus de canne, et le vin. Mais je m'arrête toujours à la comparaison avec les cépages, qui les cépages ont par nature un profil aromatique. Le gamay n'est pas le pinot noir, qui n'est pas la syrah. Nous avons, au titre du cahier des charges, initialement une quinzaine de variétés de cannes qui ont été répertoriées, et il y a des hybridations qui permettent d'adapter au fur et à mesure de la recherche agronomique ces variétés de cannes sur les différents terroirs de l'ère délimitée en 96. Mais attention, chez Trois-Rivières, dans ce matériel végétal disponible, nous n'utilisons que 2 variétés, la canne paille et la canne roseau. Non pas parce qu'elles ont un profil aromatique particulier, mais parce que justement ce sont les variétés qui sont adaptées au climat sec, très, très sec, que nous avons au sud de l'île. Donc j'insiste vraiment pour vous dire qu'il y a vraiment primauté, prévalence du terroir sur la variété de canne. Cela va nous amener donc à la première dégustation, la dégustation de la cuvée de l'océan, pour laquelle vous allez finalement avoir une dégustation qui va être assez réduite au niveau du spectre aromatique. Et je vais vous en donner la raison. En tout état de cause, dès que vous approchez votre verre pour un premier nez, immanquablement, vous le savez, vous êtes en terre agricole, vous êtes sur une expression du pur jus de canne. Un rhum de mélasse ne pourra jamais offrir une sensation de cette nature. C'est pour ça que je parlais de coup d'avance aromatique. Notre matériel végétal, notre canne, embarque avec elle des arômes primaires qui sont restitués quelle que soit la fermentation que l'on va faire derrière. La canne, ça sent la canne. Précisément ici, vous avez une odeur de canne qui est assez florale.
on est plus sur la fleur de canne que sur la canne en tant que telle. Et en bouche, vous avez un profil assez gourmand avec un côté mi-de-pain un peu levuré et surtout cette note très fraîche que nous avions au nez qui, après une petite phase épicée de poivre gris, mais très légère, ce poivre, cette notion d'épice, on la retrouvera de manière beaucoup plus intense dans nos autres cuvées de blanc, vous passez sur une phase marine, une phase saline, une phase iodée. Typiquement, on est au cœur de ce savoir-faire parcellaire puisque les cannes de Lanstrabo, comme vous l'avez vu sur l'image précédente, elles poussent non pas les pieds dans l'eau, mais après le champ de canne, c'est la mer Caraïbe. Donc les cannes sont poreuses, elles sont caressées, balayées par les embruns, elles vont se charger de cet univers marin et l'enjeu de notre fermentation et de la distillation qui a suivi, c'est de vous restituer ce terroir-là. C'est pour ça que le spectre aromatique est somme toute assez réduit sur la cuvée de l'océan pour se concentrer sur ces éléments de terroir. On a fait une fermentation spécifique pour justement ne pas générer trop de congénères de fermentation, trop d'arômes de fruits, trop d'arômes floraux, trop d'arômes épicés, parce que ce que nous voulions avant toute chose, c'était vous faire ressentir notre terroir. Ce côté marin, salin, mais aussi cette minéralité. Vous avez une énorme fraîcheur en fin de bouche qui effectivement est la traduction également de notre sol. On a très peu de terre argileuse, la hauteur d'une bouteille, et très vite, on est dans la caillasse, on est dans la minéralité. Est-ce que cette première expérience vous donne envie de continuer? Alors, nous allons poursuivre sur un deuxième blanc, un deuxième grand blanc. J'ai oublié de préciser que la cuvée de l'océan était réduite à 42% d'alcool. Et nous allons... Alors peut-être parmi vous, certaines et certains connaissent également le vieux de l'océan, qui, comme son nom l'indique, est un rhum vieux, donc 3 ans minimum pour le plus jeune des rhums assemblés, qui titre 54% d'alcool et que nous avons réduit principalement avec de l'eau osmosée, donc la plus neutre possible, mais nous avons également utilisé un peu d'eau de mer, Caraïbe pour la réduction, ce qui apporte un surplus de salinité. Ce qui le rend très intéressant puisque vous avez ce côté caramélisé du rhum vieux avec cette pointe un peu beurre salé qui vient le twister. C'est vraiment une proposition très intéressante. J'en profite pour dire que ce rhum vieux de l'océan, dans la mesure où nous avons fait une réduction ne serait-ce qu'avec quelques centilitres d'eau de mer, il perd l'AOC puisque nous sommes interdits de rajouter quelque élément que ce soit pour aromatiser nos rhums. La deuxième dégustation, donc, 55 origines. Je parlais de la fermentation, qui est donc une phase, vous le savez, absolument cruciale dans la production d'eau de vie, quelle qu'elle soit. Et s'agissant du rhum agricole en particulier, la fermentation, c'est le moment où nous allons, à partir du pur jus de la canne, qu'on appelle le vezou, levuré, donc dans des cuves ouvertes. Et les levures, bien entendu, vont se nourrir des sucres, d'où l'importance d'avoir des concentrations en sucre qui sont très importantes. Je rappelle que l'AOC Rhum de la Martinique indique un minimum de Brix, donc de taux de sucre de 14 degrés, là où chez Trois-Rivières, sur nos 200 hectares au sud de l'île, nous sommes largement au-delà des 20-21. Donc on a des concentrations en saccharose qui font que nos levures vont vraiment se régaler et vont être très prolifiques en production de congénères de fermentation et donc d'arômes secondaires. Ces arômes secondaires, on va les concentrer au moment de la distillation. On va les concentrer entre 65 et 75%. Pourquoi ? Parce que les anciens ont observé que dans des colonnes continues,
puisque c'est une distillation continue en colonne créole. C'est vraiment dans cette plage 65-75% que l'on va concentrer au mieux nos arômes de fermentation. Et en particulier, tout ce qui est arôme indésirable, tout ce qui est note empyromatique qui n'est pas dans le champ olfactif du cahier des charges, n'apparaît pas dans cette plage-là. En d'autres termes, si vous ne distillez pas entre 65 et 75% en sortie de colonne créole, là encore, hein, vous êtes déclassé de l'AOC. Il faut être strictement dans cette plage-là. Chez Trois-Rivières, en général, on sort à 72% d'alcool. On va concentrer nos arômes. Et donc ce rhum de coulage qui sort de la colonne créole, on va le mettre au repos, on va le mettre en stabulation pendant 6 semaines minimum. Alors ça, c'était le cahier des charges de 96, mais une modification récente vient de raccourcir ce délai à 4 semaines. Mais on considère globalement qu'il faut un minimum de 6 semaines, historiquement 4 semaines maintenant, pour que notre rhum de coulage se stabilise avant la réduction et la mise en bouteille. Avec 55 origines, on a eu un repos de plus de 5 mois. Alors je prends pour expliquer finalement ce qui s'est passé entre les 6 semaines minimum du cahier des charges et les 5 mois que nous avons utilisés pour le repos de 55 origines, l'image d'un carré en disant finalement que quand le rhum de coulage sort de la colonne, c'est un peu un carré avec des angles vifs. Plus vous allez le mettre en stabulation, plus les angles vont s'arrondir. Et vous allez constater à la dégustation de 55 origines, qui titre donc 55% d'alcool, qu'à l'aveugle, vous seriez bien en peine de dire qu'il titre 55, tellement justement on lui a arrondi les angles par ce repos très très long. Et également par une réduction très lente. On est sur une réduction en goutte à goutte qui va donc permettre une intégration absolument idéale entre l'alcool, la palette aromatique et donc l'eau de réduction. Alors par rapport à notre fleur de canne qui était très éthérée sur la cuvée de l'océan, là on est sur des arômes beaucoup plus ronds. On sent que la profusion aromatique dès le nez est beaucoup plus intense. Et vous avez en bouche un 55 degrés, magnifiquement réduit, avec cette explosion des 4 registres aromatiques des grands blancs de Martinique. 4 registres qui sont les registres du cahier des charges, encore une fois, de l'AOC. C'est-à-dire que nos cannes doivent avoir ce minimum de 14 degrés Brix, pardon. Je n'ai pas parlé de l'acidité, mais comme dans le vin, il faut du sucre et de l'acidité pour réussir de belles fermentations. Donc il faut un pH minimum de 4,7. Chez Trois-Rivières, on est à 5,4. 14 degrés Brix. Il faut que les cannes proviennent de l'air délimité en 96. Il faut ensuite, effectivement, avoir une fermentation qui n'excède pas 120 heures, pour laquelle le TAV de notre vin de canne ne soit pas au-delà des 7,5%, qu'on ait distillé entre 65 et 75%, comme je viens de vous le dire, qu'on ait mis en stabulation un minimum de 6 semaines, et que les registres aromatiques soient cohérents par rapport au cahier des charges, à savoir végétal, fruité, floral, épicé. Et vous retrouvez ces 4 registres dans ce blanc-là. Végétal, fruité, floral, épicé. Vous n'êtes pas obligé d'être absolument à 100% des 4 registres aromatiques. Vous pouvez proposer un blanc qui va être très très marqué par les épices, mais il faut être dans ces registres-là. Si par exemple votre blanc, ce qui est le cas avec canne brûlée, a un registre canne brûlée de Trois-Rivières, ce sont des cannes
qui ont subi exactement le même processus d'élaboration pour arriver à un rhum blanc. Mais comme nous avons brûlé les cannes avant de les presser et d'en extraire les jus, elles sont marquées par les phénols. Donc elles ont des phénols, elles ont donc un parfum empyromatique. L'empyromatique ne fait pas partie des registres aromatiques des rhums blancs AOC rhum de la Martinique. Donc, canne brûlée n'est pas AOC rhum de la Martinique. Est-ce que vous avez apprécié cette expérience 55 origines? On aura des questions après, c'est ça Didier? Non, il faut que j'accélère. Ok. Alors, le vieillissement, Daniel Bodin, que vous avez en haut à droite, meilleur maître de chez 2019, meilleur maître de chez du monde 2019. C'est grâce à lui que nous allons en particulier déguster tout ce qui va intervenir à partir de maintenant. Daniel Bodin, donc pour l'élevage, souvent on parle de vieillissement, je me reprends, parlons plutôt d'élevage. Daniel va donc sélectionner 4 types de fûts. Pour correspondre à l'AOC rhum de la Martinique, il faut que les fûts soient toujours des fûts de chêne, d'une contenance maximum de 650 litres pour garantir une extraction entre nos rhums et le bois qui les accueille. Et donc, on va sélectionner des fûts de chêne américains neufs, des fûts de chêne américains ex-Bourbon. Ça, c'est la proximité de la Caraïbe avec les États-Unis. Mais nous sommes français, donc on va utiliser beaucoup de chêne français neufs et de chêne français ex-Cognac. Et donc, suivant les fûts utilisés, les assemblages auxquels Daniel va procéder, eh bien forcément, quand on est sur le chêne américain, on sera plus marqué par la vanille, la banane, la coco. Et quand on sera sur les fûts de chêne français, on aura un côté plus toasté, brioché, avec des arômes de cuir, de tabac, de rancio, s'agissant de fûts ex-Cognac. Et puis, dans l'exercice de l'AOC, Daniel va soit sélectionner un fût unique qu'il va embouteiller. Ça va être le cas de notre prochaine dégustation, Single Cask 2005. Ou alors composer d'autres choses sur lesquelles je reviendrai. Commençons par le soliste, puisque finalement, un Single Cask, c'est un soliste. C'est un fût qui, à lui seul, dans la mesure de la qualité du rhum qu'on y a logé, va produire un résultat qui ne nécessite pas d'assemblage, tant la proposition de valeur est intéressante. Et j'espère que vous allez partager l'intérêt de cette proposition de valeur avec le Single Cask 2005, qui est un ex-fût de Cognac. Donc on parle, bien entendu, de chêne français du Limousin, chêne à grains fins, qui, sous le climat tropical qui est le nôtre, a beaucoup d'importance, puisque vous le savez, on a une part des anges de 8 à 10%. Le fait d'avoir le grain fin du chêne français, à contrario du grain américain, qui est plus gros, et donc qui laisse des échanges plus intenses s'opérer entre le fût et l'atmosphère, et bien là, les échanges se font plus dans la durée. Donc, 14 ans et demi d'élevage, puisque la mise en fût s'est faite au 30 juin 2005 pour une mise en bouteille le 10 décembre 2019. 14 ans et demi dans un fût de chêne français ex-Cognac. Alors merci à l'organisation pour avoir servi déjà il y a maintenant une bonne vingtaine de minutes ces échantillons de dégustation, puisque par rapport aux conditions de salon, on est déjà dans une dégustation plus appropriée avec une aération plus conséquente. Je laisse le rhum s'exprimer. N'hésitez pas à sourire si vous appréciez. J'ai l'impression que c'est le cas. Donc là, je pense que pour les amateurs,
on reconnaît vraiment ce grain de chêne français, beaucoup d'élégance, un boisé assez présent, mais des tanins vraiment très joliment fondus, avec juste ce qu'il faut d'épices pour relever tout cela. Cette note de rancio, ce côté fruit compoté qui est bien présent. Et puis surtout, sur cette finale qui va durer, puisque je le rappelle, hein, la valeur, n'en déplaise à Pierre Corneille, en matière d'élevage de rhum, la valeur attend le nombre des années. Donc plus vous avez d'années d'élevage, plus vous allez avoir effectivement de Caudalie et une finale qui va durer. Avec énormément de fraîcheur. Et en finale, cette minéralité presque saline que nous avions tout à l'heure sur la cuvée de l'océan. Un des gros atouts et une des grosses différences et un des gros marqueurs de Trois-Rivières, c'est justement, y compris dans ces propositions de rhum vieux, d'embarquer son terroir avec sa fraîcheur et ses caractéristiques que nous avions perçues sur la dégustation des blancs. Alors, après l'exercice du solo, l'orchestre de chambre, le triple millésime. Le triple millésime, c'est un exercice qu'à ma connaissance, on est les seuls à faire. Je prends souvent l'exemple de la Champagne, quitte à faire un parallèle avec le vin. Vous savez qu'en Champagne, on prend la vendange de l'année à laquelle on associe des vins de réserve pour faire ce qu'on appelle le brut sans année, afin de garantir une continuité du style. Pour nous, c'est un petit peu le même enjeu avec tout ce qui est VO, VSOP, XO dans nos gammes. On a cette continuité du style à proposer à nos clients. Et c'est donc en associant différents millésimes, avec des fois une nature prodigue, parfois une nature plus difficile, et donc des millésimes plus ou moins bons. Et c'est la combinaison de ces différents millésimes qui va nous permettre d'aboutir à l'excellence et à la permanence de nos propositions de rhum vieux. Et on a eu cette idée, comme ça se fait parfois en Champagne, parce qu'en Champagne, quand vous avez un millésime d'exception, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites un millésimé. Et on a eu cette idée de faire un multi-millésimé, en se disant, mais 2001, 2005 et 2011, qui sont 3 années d'exception, donc 3 années d'exception, hein, je vous le disais, 14 degrés Brix minimum dans le cahier des charges, on est très souvent à 20, 21 degrés Brix. On me dit que pour 2020, on est mesuré sur la campagne 2020, hein, sur les taux de Brix, on était à 24-25. Donc ça, typiquement, on est sur des concentrations de sucre qui donnent des grands millésimes. Donc, en associant 2001, 2005, 2011, on fait un multimillésimé qui associe le meilleur avec le meilleur et le meilleur. Et enfin, on va faire un élevage dans 3 types de fûts. Chêne américain ex-Bourbon, chêne français neuf et chêne français ex-Cognac. Le chêne américain ex-Bourbon, vous le retrouvez sur le millésime 2001, minoritaire dans l'assemblage, de l'ordre de 15%, là où le chêne français va être prédominant sur les 2 autres millésimes. C'est pour ça que c'était intéressant de goûter le single cask 2005 au préalable, puisqu'on retrouve cette tessiture de chêne français et chêne français ex-Cognac dans le triple millésime version 4, là où le triple millésime version 1, par exemple, était majoritaire en fût de chêne américain ex-Bourbon. Voilà, donc on a un profil qui est beaucoup plus marqué par cette élégance du chêne français et du chêne français ex-Cognac. La combinaison de ces 3 types de fûts donne au triple millésime, parce que souvent on parle de complexité, je préfère parler de complétude, et je préfère dire du triple millésime qu'il propose justement une espèce de 360 aromatiques assez complet, puisqu'il va assembler tout ce que l'on peut proposer finalement en termes d'élevage avec des millésimes d'exception. Donc si vous voulez vraiment faire découvrir la typicité d'un élevage Trois-Rivières dans
tout ce que l'on peut proposer, dans tout le spectre que nous pouvons proposer, le triple millésime est vraiment une excellente proposition de valeur. Et nous terminons, vous vous en doutez, avec un orchestre symphonique, puisque Saint-Pierre, qui correspond à l'une de nos trois rivières s'appelle Trois-Rivières car nous avons trois rivières sur l'habitation, c'est donc Auban, Bois d'Inde et Saint-Pierre qui ont fait l'objet, par Daniel Bodin, d'une trilogie. Saint-Pierre est la dernière disponible, encore à ce jour. Et là, on va parler de complexité. On va parler d'assemblage de 12 millésimes d'exception. Le plus ancien, 79. Et là aussi, tous les fûts y sont. Et on va être dans l'intégralité des registres, puisque aux 4 registres floraux, fruités, végétaux, épicés, des rhums blancs que nous avons embarqués dans l'élevage, nous allons rajouter les notes empyromatiques et balsamiques, qui elles aussi sont les notes, les registres aromatiques du cahier des charges. Donc là, bien entendu, vous avez du floral à la fois frais, mais les fleurs ont aussi un peu séché. Vous avez des parfums presque mentholés, une note d'eucalyptus. Vous avez des baies douces, vous avez des baies roses. Bref, vous avez une profusion d'arômes et ce qui est particulièrement prégnant avec Saint-Pierre et qui ne l'était pas forcément avec Bois d'Inde et Auban, c'est que vous avez non pas un retour aux sources, vous avez vraiment un retour à la rivière. C'est-à-dire que la finale salée, elle est vraiment présente sur Saint-Pierre. Et c'est pour ça que, avec l'équipe, j'ai été ravi de composer cet ordre de masterclass qui commençait par la cuvée de l'océan et cette expression absolue de notre terroir que vous retrouvez dans l'assemblage d'un élevage de 12 millésimes d'exception et malgré des temps d'élevage et des temps de séjour en fût qui ont apporté beaucoup de notes balsamiques, empyromatiques, mais qui ont gardé cette fraîcheur et cette expression du terroir qui est le nôtre. Merci beaucoup de votre attention. Merci à vous. Et très très bon salon.